La Première Guerre mondiale a bouleversé les sociétés. 80 millions de soldats à nourrir jour après jour. Aucune armée n'a jamais été confrontée à un tel défi. Plus de 500 millions de civils, indispensables à l'effort de guerre, à ravitailler malgré les pénuries. Une nouvelle façon de faire la guerre, plus meurtrière, est née dans les tranchées. Mais ce conflit a aussi révolutionné notre alimentation. La nourriture est un enjeu essentiel de cette guerre totale. Couper les vivres de l'ennemi, tenir quelques jours de plus que lui, la victoire est à ce prix. La faim sera une des grandes responsables de l'effondrement de l'Empire allemand et de ses alliés. En août 1914, de part et d'autre des frontières, le panier de victuailles, le pain, le vin tendu aux soldats, sont les symboles communs d'un lien universel. Ils sont aussi l'offrande reçue par celui qui part donner son sang pour la patrie. Les chemins qui mènent au front, jusqu'au sacrifice du soldat, sont jalonnés de ces dons. Gérard Soyer, 127e régiment d'infanterie. Nous sommes reçus à bras ouverts. Les bonnes femmes du village arrivent avec des hottes pleines de tartines, de fruits et des seaux de café au lait. Dans toutes les maisons, on m'offre à déjeuner. On partage la nourriture avec ses alliés, mais par patriotisme, on refuse de consommer celle de l'ennemi. Partout, les commerces alimentaires aux consonants ennemis attisent la colère de la foule. À Paris, le salon de thé à Penrose est saccagé. La société laitière Maggi attaquée. Son lait pourrait être empoisonné. Bien que suisse et neutre, elle financerait l'Allemagne. Quant à son produit phare, le bouillon cube, il est lui aussi visé. Les préfets vont même jusqu'à ordonner par télégramme le retrait de toutes ces plaques publicitaires. Elles dissimuleraient des messages codés à l'intention de l'ennemi. Les hommes déferlent sur tous les fronts. Ils laissent derrière eux des pays en pleine mutation, qui se sont industrialisés en abandonnant des pans entiers de leur agriculture. Pour nourrir leur population, la Grande-Bretagne, la Belgique, l'Allemagne doivent s'approvisionner dans le monde entier. The Germans particularly relied on food imports. As a highly urbanized country, they relied for more than a quarter of their food supplies on imports from outside the country. At the beginning of war, the British declared a blockade on Germany. This prevented the importation of significant foodstuffs and fertilizer, say, from Chile. Also, of course, the other belligerents would no longer trade with Germany. So this was a source of wheat from Russia and later from the United States that got cut off, which was very important in the production, of course, of bread. Quant à la Russie et à l'Empire ottoman, soumis à des disettes chroniques, ils ne mesurent pas encore les conséquences de leur entrée en guerre. Dès 1915,
affamer l'ennemi devient une stratégie prioritaire. Les deux camps renforcent leur blocus naval. Les convois de vivres sont coulés. Les états-majors s'étaient préparés à une guerre courte, mais le conflit s'enlise. Dans le monde entier, des soldats sont mobilisés. Les Alliés recrutent les hommes de leur colonie, de leur comptoir, comme ces Basutos, peuple bantou sous domination anglaise. Les Sénégalais, les Nord-Africains et tant d'autres. 140 000 Chinois sont engagés comme main-d'œuvre. Les États montent en puissance pour fournir les denrées indispensables. Ils interviennent dans l'économie à une échelle inconnue jusqu'alors. Dans chaque pays, les gouvernements réquisitionnent les produits de première nécessité, contrôlent les prix, encadrent la distribution. Le pouvoir militaire allemand, lui, ponctionne tout pour ravitailler en priorité les soldats. From the very beginning, the military powers arrogated the supplies, the resources of the state for the war effort. So that meant that draft animals from farms and the fertilizer that would normally be used for farms but could be used for munitions were appropriated for the war effort. In September of 1914, in October, already there were serious, there was a serious scarcity of the most basic supplies, bread and potatoes, the things that affected the poorest people of the country the most, and all the more particularly, of course, urban dwellers who had no access to growing food normally for themselves outside of a little balcony garden. En France, les armées passent de gigantesques marchés auprès des sociétés agroalimentaires. Pour les viticulteurs du Languedoc, désireux de participer à l'effort de guerre, c'est aussi une opportunité exceptionnelle pour écouler leur production. Les manufactures alimentaires prospèrent. Saupiquet, Cassegrain, Bonduel, Lustucru. Le marché de la conserve est une aubaine pour des entreprises comme celle de Jean Hénaf, un Breton qui propose de nouvelles recettes de pâté. Pour économiser le lait, on valorise un fromage peu connu, le camembert, dont la production ne nécessite que 2 litres de lait par fromage. Sa notoriété est faite, il est plus rapide à fabriquer que l'Emmental que l'armée avait adopté auparavant. Les commandes passées par l'armée sont énormes et reviennent surtout aux plus grandes entreprises. Certaines font des bénéfices considérables. Des négociants en farine sont rappelés à l'ordre. Ils profitent trop de la situation. La société, la Morue française, écoule du poisson avarié, nettoyé à l'acide. Ces abus lui valent d'être poursuivi par l'administration. Le jeu des alliances militaires, la réorganisation des marchés alimentaires mondiaux modifie l'ordre économique international. Ce sont désormais des millions de tonnes de marchandises qui circulent depuis les États-Unis, la Nouvelle-Zélande, l'Australie, l'Argentine, l'Espagne ou le Canada. La France et la Grande-Bretagne peuvent s'appuyer sur leurs colonies. Auparavant débouchées pour les produits européens, elles fournissent maintenant des denrées indispensables à la victoire. Les régions occupées sont pillées, les Russes accaparent les denrées de Galicie, les Autrichiens celles de la Roumanie. La Belgique, envahie dès l'été 1914, est soumise au pillage et aux réquisitions.
Il y a les Allemands qui veulent imposer et qui imposent un régime tout à fait dingue. Ils divisent le pays dans des zones. Il n'y a aucun commerce entre les deux zones qu'on autorise. Ça veut dire qu'il y a un village où il y a l'abondance et à côté, il n'y a rien. Ça mène à une famine organisée. Les Belges doivent livrer une partie de leur bétail. Le blocus les isole aussi. Leurs ressources ne leur garantissent qu'un quart de leurs besoins alimentaires. Les affiches dénoncent le calvaire de la pauvre Belgique, menacée par la famine. Face à cette mobilisation inédite, l'Allemagne accepte que les pays neutres interviennent dans le cadre de la Commission for Relief in Belgium. Les soupes populaires subviennent aux besoins des plus pauvres, des enfants. Pour les bourgeois et les classes moyennes victimes elles aussi des pénuries, on évite la honte de la mendicité en créant des restaurants économiques. On voit très bien les gens qui sont habillés pour aller dîner. On voit le garçon debout, comme avant la guerre. Ces gens, ils sont maigres. Et puis on sait, parce qu'on a le document du menu, que ces gens-là, ils vont manger. C'est sobre comme tout, mais c'est un menu avec un potage, le même potage qui était distribué aux pauvres, mais de la viande et des pommes de terre, et un verre de bière et un café. 11 novembre 1918, l'idée du restaurant économique disparaît, les gens n'en voulaient plus. La Commission for Relief approvisionne aussi le département du nord de la France, occupé par l'armée allemande. « 9 millions de Français et de Belges évitent ainsi la famine, mais souffrent de la faim. Avec le prolongement du conflit, tous les pays doivent rationaliser le ravitaillement. Arrivés dans les ports, des millions de tonnes de vivres sont acheminées jusqu'aux populations civiles et aux combattants. Viande, légumes, pain, conserves, foin sont transportés par tous les moyens possibles. Les autobus parisiens sont aménagés spécialement pour le transport de la viande. Leur carrosserie s'orne d'un dessin de Benjamin Rabier, un illustrateur célèbre. C'est une vache qui rit. Ces unités l'ont adopté pour se moquer des divinités guerrières germaniques célébrées par Richard Wagner dans son opéra « La chevauchée des Valkyries ». La viande peut arriver congelée d'Argentine, mais au front, il est bien difficile de respecter la chaîne du froid. Lucien du Rosoir, un musicien mobilisé, écrit en 1916 « La viande, j'évite d'en manger. Le poilu reçoit de la viande avariée. C'est incroyable de constater qu'à l'imprévoyance préside à ces distributions. Des voitures frigo devraient arriver jusqu'à nos cuisines, mais cela ne se passe pas ainsi. » En effet, au front, même après plusieurs mois de guerre, beaucoup reste à organiser. On va leur donner une cervelière, une petite calotte métallique faite dans l'urgence. Ces soldats vont dire, on se fout de nous, on nous donne ça pour nous mettre ça sur la tête. Ça ne nous protège de rien du tout, si ce n'est que des retombées de pierre. Mais contre les projectiles, c'est totalement inefficace. Le soldat qui avait reçu cette cervelière, il a pratiqué des perforations au fond de la cervelière, sûrement pour s'en servir comme égouttoir. L'intendance française fournit aux soldats une cuillère et une fourchette, qui sont parfois estampillées au matricule du soldat. Par contre, chaque soldat dispose d'un couteau, mais d'un couteau personnel, un petit couteau de poche. Et bien entendu, suivant les origines des soldats, les couteaux sont différents. Les Corses, les Auvergnats, certains ont des laïeuls, les Bretons, ils ont les couteaux de pêcheurs.
Dès le début du conflit, le soldat allemand n'est pas exposé au dénuement matériel comme l'est le français. L'armée allemande dote ses soldats de petits ustensiles pratiques, adaptables sur le terrain, du style découvert pliant. Ces ustensiles préfigurent aussi l'activité touristique qui va apparaître après la Grande Guerre, c'est-à-dire le camping. Au fil de la guerre, les armées améliorent l'approvisionnement du front. D'immenses entrepôts sont créés pour stocker les vivres. En 1918, les Américains créent de toutes pièces des installations gigantesques dans le Loir-et-Cher, sur une surface de 30 km², l'équivalent d'une ville comme Tours. Leur logistique est sans rival. Plus de 6500 tonnes de viande sont conservées dans l'un des entrepôts frigorifiques les plus modernes du monde. Chaque jour, le ravitaillement de 2 millions d'Américains part de ces entrepôts vers le front. L'armée, en s'appuyant sur des études médicales, a défini un régime alimentaire particulier pour les soldats. La ration de base prévoit 4000 calories par jour, avec pour ordinaire de la soupe, du pain, du riz et des patates. Et jusqu'à 500 grammes de viande par jour. C'est énorme pour l'époque. Dans chaque armée, les rations s'adaptent aux habitudes alimentaires des peuples. Surtout, elles respectent les traditions religieuses et culturelles des troupes coloniales. C'est un atout pour la discipline et le moral des peuples. Pas de bœuf pour les Indiens de l'armée britannique, pas de porc pour les musulmans. Les Nord-Africains goûtent avec plaisir les premiers essais de couscous en boîte. Le soldat, lui, déjà, il va avoir une nouvelle éducation alimentaire qui va arriver sur le front. Certains vont découvrir pour la première fois des boîtes de conserve. En 1914, ça coûte très cher. Ce n'est que la haute société qui consomme de la conserve. Et donc, il ne sait même pas ouvrir la boîte et comment la faire cuire et comment la préparer. Mais la conserve qui s'impose aux soldats n'est pas du goût de tous, qui découvrent un contenu infâme. Du bœuf en boîte, auquel ils donnent le nom de boulibif ou de singe. « Saint cuistot, délivrez-nous du singe », interpelle le poilu. Le singe désigne désormais la viande dans l'argot du soldat. La nourriture inspire toute une langue imagée qui évoque son quotidien. Le Sindou, c'est le caporal. La marmite, un obus allemand. Les Anglais appellent avec humour les boules de mortier tirées sur l'ennemi les plum pudding. Quand les soldats se plaignent trop des rations, l'état-major réagit. Il se lance dans des opérations de communication comme des concours de cuistots. Filmées à satiété, ces initiatives servent aussi à rassurer les familles. Des camions bazars et des coopératives militaires sont mis en place à partir de 1915 pour améliorer un peu le quotidien du soldat avec des produits à prix fixe qui ne sont pas servis par l'armée. Un moyen de contrer l'inflation des prix et les profiteurs qui abusent de la situation. Au front, l'eau est source de tourments tout au long de la guerre. Léon Brunéa, à Verdun en 1916. Je n'ai jamais tant souffert de la soif. Il faut dire que moi et les copains, on avait bu de notre urine avec un peu de sucre. Sucer les racines d'arbres. Sucer le jus salé d'une boîte de conserve abandonnée par les Boches. Sur le front, l'eau est rare.
l'eau de qualité est introuvable. De boire n'importe quelle eau, forcément, expose les hommes à attraper de la dysenterie, voire des fièvres typhoïdes. Donc il faut créer des réserves d'eau, des citernes, et les acheminer. Il y a une organisation sur la consommation de l'eau qui est beaucoup plus élaborée du côté allemand, chez l'adversaire en face, où là, on va drainer l'eau et on va offrir aux combattants les premières eaux minérales. Et oui, et donc l'eau minérale existait déjà dans la société allemande d'avant 1914 et était consommée. Chaque soldat allemand, lorsqu'il le désirera, aura de l'eau minérale, alors que chez les Français, c'était beaucoup plus compliqué. Le soldat, le plus dérouillard, va essayer d'avoir plusieurs bidons avec lui. On voit que le soldat a voulu en augmenter la contenance. Il est un peu plus bombé que le bidon qui n'a pas été transformé. Il a vidé une cartouche et il a introduit le canon dans le gros goulot et le souffle de la combustion, du départ du coup, bien entendu, donne un choc à l'intérieur du bidon et le gonfle davantage pour gagner quelques centilitres supplémentaires qui lui ont peut-être sauvé la vie. Mais heureusement pour le poilu, le vin est une excellente manière de rendre l'eau potable. Il fait partie de la ration des soldats français. 1/4 de litre en 1914, 1 litre en 1918. C'est un vin qui titre 8 degrés, bien moins que nos vins actuels qui montent à 12 ou 13 degrés. Le soldat enivré pour monter à l'assaut reste un mythe, un cliché bien entretenu. On sert au contraire beaucoup de vin après les combats, comme récompense. Le vin est profondément ancré dans l'iconographie et dans l'imaginaire de toute la nation. En France, le vin c'est une culture et des chansons. Le pinard, c'est de la finesse, un réseau, là où ça passe, vas-y Pinard, remplis mon cœur, vive le pinard, vive le pinard. Aimer sa sœur, sa tante et sa marraine, jusqu'à la mort, aimer son étendard. En gare de Chalon-sur-Marne, une statue est érigée au dieu Pinard, le poilu Bacchus ou les plaisirs de la vie. Le pinard fait de la finesse, ça réchauffe là où ça passe, vas-y pinard. Si le vin est glorifié, à contrario, la consommation d'alcool fort est combattue. L'absinthe est interdite. Grande victoire des ligues anti-alcooliques qui voient diminuer la consommation d'alcool parmi les civils. C'est racontard, il ne boit pas, c'est qu'il n'aime pas l'eau claire. Il boirait bien s'il avait du pinard. L'armée française s'équipe de cuisine roulante en 1915 avec retard. Les Allemands, les Russes, les Japonais en avaient, eux, depuis le début de la guerre. Les roulantes permettent d'apporter des repas chauds aux soldats. Ils n'ont plus à préparer leur dîner. Un service essentiel se rapproche du combattant et améliore le moral. Une roulante par compagnie de 200 hommes apporte à quelques kilomètres du front les marmites de soupe, de riz et de café. Ici, les soldats de corvée viennent se ravitailler pour acheminer la nourriture dans les tranchées. En ce début de XXe siècle, avec la soupe, le pain reste la base de l'alimentation populaire et rurale. Jusqu'à 800 grammes par jour pour un soldat français. Les Américains, eux, ont déjà leur incontournable pain de mie en tranches. Les Indiens confectionnent leurs propres galettes de pain, les chapatis, avec une farine complète, le hata, que l'armée anglaise importe spécialement d'Inde. Quand la qualité du pain baisse sur le front, comme à l'arrière, on doute de la capacité du commandement à gagner la guerre. L'état des prisonniers allemands renseigne sur la situation alimentaire au sein de l'armée impériale.
leur pain est révélateur de la grave pénurie qui touche le pays. Très tôt, l'armée accapare les stocks de céréales et de farine. Dès 1915, à Berlin, on impose des cartes de rationnement de pain. Le pain allemand est composé de pommes de terre, de suur ou de sang animal. Ce pain de guerre, en allemand, le Kriegskartoffelbrot, est surnommé le pain caca. Il donne lieu à de nombreuses plaisanteries chez les Alliés. People were used to seeing these governmental declarations that were posted all over, including on the kiosks that would be on the corner of main streets and so on. And they would read the latest measure about what was being taken from them. This came at a time when, again, the military's control was such that they could take away all the fuel supplies from the home front, and people's health declined enormously as a combination of lack of food, lack of being able to heat themselves, lack of being able to cook their food. And so the degree to which this made people vulnerable to death through disease can't be overstated. Millions who became ill through the ingestion of so-called substitute goods, Ersatzgoods. What was sold as salt was often ash. What was sold as flour was often sawdust. The radical delusion of milk for babies, many of whom were fed milk, who didn't nurse because their mothers were forced to work in war factories. And eating rutabagas for Germans was a tremendous insult. This was something that animals ate, not Germans. Au front, à la mort omniprésente s'ajoute la faim. Les hommes de corvée se faufilent dans les tranchées lors de dangereux allers-retours entre les roulantes et le front. Jean Giono, mobilisé, écrit. Depuis 8 jours, les corvées de soupe ne reviennent plus. Elles partent le soir à la nuit noire, et c'est fini. Elles fondent comme du sucre dans du café. Pas un homme n'est retourné. Quand le pain arrive, il est souvent mouillé, les rations froides ou souillées de terre. Isolé dans un trou d'obus, le soldat comme à Verdun ne peut compter que sur ses vivres de réserve. Des conserves, du biscuit de guerre et son bidon d'eau. On voit là-bas un mort couché par terre. Pourri et plein de mouches, mais encore ceinturé de bidons et de boules de pain passées dans un fil de fer. On attend que le bombardement se calme. On rampe jusqu'à lui. On détache de son corps les boules de pain. On prend les bidons pleins. D'autres bidons ont été troués par les balles. Le pain est mou. Et il faut seulement couper le morceau qui touchait le corps. Voilà ce qu'on fait tout le jour. Cela dure depuis 25 jours. Les mêmes mots ont pu être dits dans la tranchée d'en face. Plus à l'est, en Orient, en Irak, d'autres souffrances frappent les soldats indiens de l'armée britannique. 1916, à Kut El Amara, à 160 km de Bagdad, face à l'armée ottomane, les troupes britanniques et leurs régiments indiens sont coupés de leur base arrière. Ils survivent avec très peu, des conserves et des biscuits de guerre. Mais la famine annihile finalement toute résistance. Il faut déposer les armes. Un capitaine indien témoigne « Le drapeau turc flotte sur la ville. À cause de la famine, notre général a dû se rendre. » En 6 mois, 11 000 soldats indiens, épuisés par les privations, sont victimes du scorbut.
Plus à l'ouest, au nord de la Grèce, dans la région de Salonique se jouent d'autres épreuves pour les soldats britanniques et français, retranchés depuis des mois face aux Bulgares. Les maladies, dysenterie et paludisme font des ravages. Ici, l'approvisionnement est sans cesse menacé par la guerre maritime. Pour survivre et éviter le scorbut, les soldats cultivent des potagers sur 1500 hectares. À Paris, Clémenceau, opposé à l'envoi des troupes françaises en Grèce, les traite par dérision de jardiniers de Salonique. Face à la mort, la vie s'exprime dans les moments de convivialité. La musique du phonographe répond au tir du canon. La tablée réunit les camarades avec lesquels on a tissé des liens forts dans les tranchées. Loin de sa famille, le soldat partage ses colis avec le copain, venu le sauver sous la mitraille. On fait tourner un pâté, l'agnole du grand-père ou la cancoyote franc-comtoise. On se recueille. On découvre les traditions culinaires d'autres régions, d'autres contrées. Et lors des fêtes, on cuisine parfois de véritables festins. Pour la fête traditionnelle de Thanksgiving, ces Américains ont même réussi à dénicher des dindes. Et puis, il y a les permissions. Le soldat rêve de s'en mettre plein la panse. Adieu les rations. Mais à l'arrière, il lui semble qu'il compte bien peu. Dans Le Pépère, un journal du front, on n'est pas tendre avec les civils, ces privilégiés. Voyez les cafés. Les cafés sont pleins. Les trottoirs sont noirs de monde. Et pour qu'on prenne garde à un mutilé, il faut qu'il le soit effroyablement. Eh oui. On s'est habitué à la guerre. Car à l'arrière, dans les pays en guerre, les prix montent. La situation alimentaire s'aggrave de jour en jour. Les villes sont les plus durement touchées par le manque de charbon, de pain, de sucre, de légumes, d'œufs et de viande. Les gouvernements fixent des prix maximums pour les denrées de première nécessité. En France, la carte de rationnement de pain est introduite en 1917. Le boulanger doit maintenant vendre du pain rassis. On en mangera moins. Il réclame une compensation car il y a perte de poids, donc de prix de vente. Interdiction de vendre aussi les spécialités considérées comme trop luxueuses. Fini la brioche et la pâtisserie. Les civils se plaignent de la cherté de la vie. Ils découvrent l'inflation, presque inconnue jusqu'alors. Même en Grande-Bretagne, le lait vient à manquer. En pleine guerre, les mères et les bébés manifestent. Les pénuries touchent jusqu'aux pommes de terre, les files d'attente s'allongent. Dans tous les pays, les populations sont mobilisées pour l'effort de guerre. Pour les soldats, il faut se restreindre, économiser. Des campagnes d'affiches apparaissent dans tous les pays. L'Italie a besoin de viande, blé, graisse, sucre. Mangez moins de viande pour ménager notre cheptel. Économisez le blé pour les femmes de France. Ne gâchez pas le pain. Le pain de la nation.
La nourriture gagnera la guerre, ne gâchez rien. L'union sacrée passe par les assiettes. La victoire est à ce prix. Elle passe par des sacrifices, dont rendent compte les nouvelles éditions des livres de recettes. Ménagères de tous les pays devenaient des professionnels de l'économie domestique de guerre. Il y a un propos des éditeurs et des auteurs là-dessus. Achetez mon livre parce que vous allez réussir à cuisiner sans viande, sans farine, sans sucre, en évitant de faire la queue dans les magasins, en évitant de perdre du combustible. Donc on va aller vers la cuisine avec des plantes sauvages, la cuisine avec les restes, la cuisine avec de nouveaux aliments. Pourquoi pas, on manque de farine, on va mettre de la pomme de terre dans son gâteau. Mais aussi ce que l'auteur appelle les petits secrets. Comment enlever le goût de rance au lard, enlever le goût de moisi aux haricots et fèves des marais, enlever le goût sucré aux patates gelées, enlever le goût rance au beurre de conserve, enlever le goût de boîte aux conserves de légumes, enlever à la viande de bouc son odeur repoussante. On voit apparaître la propagande qui s'adresse aux femmes et aux enfants afin qu'ils prennent part au conflit et qu'ils économisent et que par leur comportement, ils participent à l'effort de guerre. Les enfants doivent montrer l'exemple et participer à leur manière à la mobilisation générale. On quitte la classe pour planter des pommes de terre, récolter des fruits sauvages, cultiver la moindre parcelle abandonnée. L'heure est aux crèches et aux cantines scolaires, car les mères sont dans les usines de guerre. Les femmes travaillent dans l'armée du foyer, dit cette affiche allemande. Elles remplacent aussi les hommes dans les travaux de force à la campagne. Elles labourent, elles sèment, elles fauchent, elles s'occupent du bétail. Elles sont nourrices pour les bébés orphelins ou dont les mères sont à l'usine. En Grande-Bretagne, elles défilent dans les villes pour encourager la population à rejoindre l'armée des paysannes. Les soldats travaillent au champ, non loin du front. Cependant, les difficultés d'approvisionnement demeurent et l'on râle contre ceux qui profitent de la situation, s'engraissent sur le dos des soldats, profitent de la misère des gens. La grogne monte, en particulier dans les villes de garnison américaines, où les prix deviennent inabordables pour la population. Ces profiteurs, du petit marchand aux gros industriels, on les nomme les mercantis. C'est rien, Chéreau. Oui, mais moi, je risque tous les jours ma vie ici. Courage, Oscar. Après la guerre, notre limousine. Ils sont épatants. Voilà 13 mois que je leur revends 3 francs du vin, 12 sous, et ils ne pensent même pas à me casser la gueule. Dans les pays alliés, la distribution de vivres est sous contrôle. Un film de propagande sur les halles de Paris témoigne aussi d'une réalité. En France, les pénuries restent limitées. Le niveau de vie va jusqu'à augmenter en Grande-Bretagne grâce aux salaires élevés et à l'efficacité du ravitaillement. Dans ces pays démocratiques, les gouvernements ont choisi de ne pas sacrifier la population civile aux militaires. Au contraire, les empires allemands, austro-hongrois et ottomans approvisionnent les soldats
au détriment de leur population, de leurs sujets. En Allemagne, la disette et la misère s'installent durablement, les tensions s'intensifient. Lors du terrible hiver 1916-1917, on se nourrit de rave dans les villes allemandes et autrichiennes. C'est l'hiver des navets, de sinistre mémoire. Les affiches incitent à tout économiser. Collecter les noyaux de fruits pour en extraire de l'huile. Récupérer les épluchures de pommes de terre et de légumes. Femmes et filles, apportez vos cheveux. Donnez vos peaux de lapin, l'armée de terre en a besoin. Mais le blocus étouffe l'Allemagne. En 1918, la ration quotidienne tombe à moins de 1000 calories, le tiers des besoins d'un adulte. There was great tension in the streets. There was a sense that there were inner enemies everywhere that corresponded to, the military enemy, those who would try to defeat the German people by starving them. And so, whereas before this time we could say, at least prominently, the divisions in the population, the socioeconomic divisions, were at the productive level, that is, say, workers against factory owners. Now, increasingly, the dividing lines came across divisions of consumption, those who could access food and those who couldn't. Paysans, fais ton devoir. Les villes ont faim. Ces affiches placardées dans les campagnes rendent compte des tensions qui s'exacerbent entre les ruraux et les citadins. Berlin, puis Vienne, Prague. Dans l'Empire austro-hongrois, le quotidien de la population se dégrade d'année en année. Rural population, especially the peasants, had access to land and they could supply themselves with the food they needed, whereas many parts of the urban population did not have access to land. Problem between peasants and workers was that from the viewpoint of the workers, peasants were selfish, so they didn't lead their products to the official rationing system, but to the black market where they could get higher prices. And therefore, from the viewpoint of the workers, peasants were guilty for worsening the food situation all in all. People who had money could buy food at the black market to higher prices, of course, but they were in a very comfortable situation. People who were poor had to go to the countryside in order to barter things, so golden rings for a piece of meat, for example, or to steal food. So the criminality rose during the wartime years due to the poverty of the population. The consequences were really horrific. This sense that was produced in the course of the war of tremendous polarization, suspicion, a sense of enmity against fellow Germans. This sense of enmity really lived on. But it also very much was part of the root of the growing anti-Semitism because of the success of certain groups, to some degree sanctioned by officials in the course of the war, to say that it's the Jews that are taking the food. Dans l'Empire ottoman, le gouvernement turc met en œuvre un plan d'extermination totale des populations non musulmanes. À partir de 1915, les Arméniens sont méthodiquement déportés et exterminés. Ces images témoignent des massacres de masse, des tortures, des viols commis lors du programme de destruction.
Le génocide provoque la mort de près d'1,5 million d'Arméniens. La privation d'eau et de nourriture lors des marches de la mort dans le désert ou dans les camps de concentration tient aussi une place centrale dans le génocide. Contre les Arméniens, la famine est intentionnelle. D'autres régions de l'Empire ottoman sont prises dans l'étau du blocus maritime britannique et d'un blocus terrestre décidé par le gouverneur ottoman. Au Liban, entre 1915 et 1918, une famine emporte 200 000 personnes, un tiers de la population. Ces rares photographies, prises en secret par Ibrahim Naoun Kanaan, directeur de l'assistance, disent sa volonté de témoigner d'une situation terrible. Dès 1917, en Allemagne, en Autriche, en Russie, les privations, les famines provoquent des émeutes, des révoltes. Le marché noir, qui épargne les Alliés, prend des proportions énormes. The food crisis played an important role in the dissolution of the Habsburg monarchy because the food issue became so important that many conflicts arose between different parts of the monarchy, between different cities, between different classes, peasants against workers, and therefore the whole society was split into pieces and there was a fight of each against each. So the sense of belonging together broke down, and also the legitimacy of the public order got lost. So people expected from their state that the state will organize a good provision of food, but in this respect the state failed, and therefore the state lost its acknowledgement from the population. Les dirigeants des puissances centrales sont discrédités aux yeux de leur population avant même d'avoir perdu la guerre sur les champs de bataille. En Allemagne, la révolution de novembre 1918 signe la fin de l'Empire et accompagne la défaite militaire. 11 novembre 1918. Dans les pays vainqueurs, la foule fête l'armistice. Mais la fin des combats n'a pas d'impact immédiat sur la situation alimentaire. Même chez les Alliés, vainqueurs de la guerre, les pénuries et le rationnement s'éternisent. Dans les grands empires qui ont éclaté, en Allemagne, en Autriche-Hongrie, en Russie, la situation est catastrophique. Les puissances vaincues sont maintenues sous pression par le blocus allié, qui dure jusqu'au traité de paix de 1919. 750 000 civils allemands meurent des suites de la sous-alimentation pendant et après la guerre. Dans la Russie révolutionnaire, la famine fait 1 million de victimes entre 1921 et 1922. Des générations entières sont marquées par les privations. Elles portent les séquelles de la famine, tuberculose, rachitisme. Les hôpitaux autrichiens et allemands accueillent les enfants déformés. Dans ces pays, cette génération aura une taille inférieure à la normale.
Des territoires entiers sont dévastés, pollués. En France comme en Allemagne, on offre des prothèses aux soldats, des paysans qui retrouvent leurs terres, des prothèses dérisoires pour les travaux de force. Les États-Unis, sortis de leur isolationnisme, deviennent des acteurs incontournables de l'économie mondiale. Ils sont les principaux bénéficiaires de ce conflit. Dès 1917, lors d'une interview, un homme d'affaires américain se félicitait de la bonne marche des affaires. La Grande Guerre a quintuplé le chiffre de nos affaires, décuplé nos bénéfices. Et tout ce trafic magnifique, nous l'avons opéré avec les Alliés. Nous nous sommes enrichis en vous procurant du coton, de la viande, des obus, du blé, des mitrailleuses, des chevaux, des automobiles. Tout ce qu'on pouvait vous vendre, nous vous l'avons vendu. Notre stock or dépasse aujourd'hui le stock or de tous les alliés réunis. Cet argent que nous avons gagné sur vous, nous vous le prêterons. La Grande Guerre, l'espoir d'une expansion économique nouvelle. Un nouvel ordre commercial et agroalimentaire s'impose durablement au monde. On a découvert de nouveaux produits qui traversent les océans, de nouvelles façons de s'alimenter. Et dans l'Europe en état de siège, la Première Guerre mondiale a montré que la faim est une arme redoutable.